Hop là, moi c'est Magali. Et je suis Leïla. On est amies, maman, femme, épouse, entrepreneuse. En fait, on est un peu tout à la fois. On jongle et on essaie de faire au mieux. Dans ce podcast, on parle de sujets qui peuvent vous faciliter la vie et surtout, on passe un bon moment entre copines. Alors à tout de suite avec votre café. Salut les filles. Salut. Bienvenue dans la partie 2 de l'épisode. Comment je suis devenue maman, c'est Voilà. ça? Le jour où je suis devenue maman plutôt. On recommence? Tu veux recommencer? Bah ouais, non? Faisons avancer les filles. C'est quoi ce rire? Ah mince, Voilà, non. ça c'est l'anecdote de Non. l'épisode. Non, pourquoi C'est tu m'as beau, fait... j'adore. Mais pourquoi de m'appeler ça? Oh my god, Mais non, tu les as recommence agressés, pas. ça se trouve il est 8h du matin, ils sont dans le métro. Ok, Oh. on est désolé pour le rire de Magali. Et le pire, c'est que je suis en train de me dire j'étais très proche de donc on l'appareil. s'excuse. Mon Dieu, je vous ai percé le tympan, je suis désolée. Donc l'épisode dernier c'était le jour où je suis devenue maman. Exact. On a beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là parce que forcément comme vous on a beaucoup d'anecdotes et on s'est dit qu'on ferait une partie 2 pour la partie ce qui vient après, donc devenir maman de multiples enfants. Alors moi je me souviens, Leïla vous a déjà raconté que lorsqu'elle est devenue maman, la seule chose qui lui faisait du bien, c'était d'être avec son Kindle à la maison. Tu te souviens? C'était ton seule salut. aussi. C'était ton C'était mon salut salut. d'être à la maison, d'être seule, qu'il fallait que personne t'embête et que tu voulais pas aller rejoindre aussi d'autres groupes de mamans. Pas Tu du te tout, rappelles? pas du tout. Quand tu es devenue maman, donc je parle vraiment encore du premier enfant, hein, je suis encore sur le premier enfant. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé dans votre vie? Comment vous l'avez vécu ça? Alors en fait on a des enfants qui ont 20 mois d'écart. Donc, Non, je te parle vraiment du premier. Hein. Ah tu parles du premier? Quand t'es devenue maman. Hein. Ah la première fois, les choses qui ont changé dans ma vie? Bah quand t'es devenue maman. Moi, Ouais. j'étais au bout de ma life. Moi, je suis pas un très bon exemple, les filles. Franchement, moi, j'étais au bout de ma vie. Je voulais voir personne. Je voulais être dans mon lit avec mon Kindle. Non, moi, j'ai fait un gros baby blues. Donc, forcément, tout a changé. Ce qui a changé le plus, c'était qu'en fait, on s'est mariés tôt. Hein, j'avais 20, 21 ans, 22 ans. Donc, en fait, je m'occupais que de moi. Et puis, très vite, j'étais en charge d'une autre personne. Et en fait, mentalement, il y a eu T'avais quel âge quand t'as eu Joshua? Je me suis mariée en 2010, j'avais 24 ans, 23 ans, 24 ans. Jeune, ouais. Et du coup, ce qui a changé, c'est ça en fait. C'est que j'avais toujours un petit bout attaché à moi que j'adore. Mes enfants sont fantastiques, mais une sangsue, littéralement, parce qu'en plus, mes enfants étaient très collants. Donc en fait, j'étais jamais seule et voilà. Mais il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. J'étais enfermée dans ma maison en Angleterre toute seule. Personne ne rendait visite parce que je voulais voir personne. Je lisais mon Kindle et voilà. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, nous, je vous cache pas que quand on a eu Liana, franchement, on s'est dit, putain, c'est génial d'être parents. Non, mais nous, on est tarés. Hein. En fait, les 9 premiers mois de Liana, je crois qu'on n'a jamais été autant au resto. Ça, on l'a raconté encore hier. Ouais, avec Mathieu, on allait à un carpaccio à volonté. Je sais pas pourquoi. En fait, la petite, dès qu'on allait au resto, elle dormait. Et on était là, putain, c'est génial en fait d'avoir un enfant. Le brouhaha, peut-être. Je sais pas, elle était bien, bon. on était là, putain, c'est génial, regarde-nous tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'on aimait bien la trimballer partout. Et un jour, à peu près à 9 mois, on l'emmène et tout, mais sûr de nous, puisque de toute façon, on faisait ça toutes les semaines. Hein. Oh la misère. Et là, on a compris, ah ok, il y a un cap en fait. Il y a un cap, tu sais, quand ça veut plus dormir tout le temps, et que vraiment, ça veut s'asseoir, ça veut jouer, ça veut faire Héloïse, elle est en plein dedans là. Héloïse est en plein dedans. Mais par exemple, tu ne peux pas l'asseoir, lui donner un truc, lui dire bon bah il soit sage. Bah non, parce que je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, bah, du coup, j'ai envie de crier. Ah oui. Et du coup, en même temps, j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie de voir ce qui se passe. Et donc, du coup, là, on a compris. Là, on a morflé. Ouais. Et on s'est dit, ah, finalement, le petit caractère aussi se développe. Ah ouais. C'est ça. Tu vois, on n'a pas la même expérience. Parce que donc, moi, on racontait dans le dernier épisode que j'ai allaité Joshua pendant 9 mois. Après, j'ai basculé au bib. Et là, il faisait ses nuits. Alors, je vais vous raconter la journée de Joshua. D'accord, mon amour. Quand j'ai eu le deuxième, j'ai compris qu'en fait, il était très sage, enfin, il est très facile, tu vois. Mais quand Joshua, il se réveillait le matin, il était 8h. À 10h30, il était fatigué, il faisait une sieste, il dormait jusque midi. Après, il était avec moi, on jouait, tout ça. À 14h, il était à la sieste jusque 16h. À 17h, il va de rentrer du boulot. À 19h30, il allait au lit. Il se réveillait à 8h et on recommençait.
En fait, il est hyper cadré. En fait, il a toujours été comme ça. Il est encore c'est maintenant. vrai, il est tu le hyper connais. cadré. Ouais. Et naturellement, l'allaitement ne permettait pas ça parce qu'en fait, il tétouillait, il jouait avec. Enfin voilà, c'était sa tutu. Donc voilà. Et donc, comme il était calé, ça marchait mieux. Sauf que ça a duré de 9 mois à 11 mois. Et après, je tombais enceinte et j'étais malade toutes les heures. Ah ouais, donc tu n'étais pas tranquille. Donc moi, j'étais pas tranquille. Mais c'est pas grave. Lui, ça tournait. Ça tournait comme une horloge. Et là, nous, on a commencé à sortir. Ah, tu vois. Et moi, par contre, après, je la sortais. Hein. Mais je cache pas que la première sortie, on était un petit peu foufou, on voulait aller voir des potes. Je pense qu'elle devait avoir 15 jours, 3 semaines. Et on s'est dit, allez, finger in the nose. T'as vu, je parle anglais. Ouais, bien, nice. Et on y allait. Quel calvaire. Mais je me rappellerai toujours. Hein. Je me rappellerai toujours avoir été dans cet appartement de nos potes. Il y avait plein de couples d'amis. Et en fait, la petite, elle n'a pas supporté. J'étais dans une pièce à côté en train de l'allaiter, sauf qu'elle voulait pas, elle était énervée et tout. Ouais, vraiment, là, j'avais regretté parce que je m'étais dit, non, tu vois, en fait, il faut un peu plus de temps. Ouais. Mais par contre, effectivement, on arrivait facilement à la sortir plus dans un cadre où on était co-resto tous les deux ou des choses comme ça. Par contre, quand on était avec beaucoup de monde, là, c'est l'excitation. C'était un peu plus compliqué, sachant qu'en plus, moi, j'ai une petite fille quand même qui est assez nerveuse. Et dès toute petite, elle nous a montré des signes quand même où surexcitation, elle était elle était hyper dynamique en fait, comme son père. Hein. Je veux dire, à 9 mois, moi, la mienne a monté les escaliers. Non, je pense à Héloïse parce que du coup, c'est l'opposé. En fait. Non, mais parce que t'as des enfants, ils ont des personnalités qui sont différentes, mais tellement fortes, quoi qu'il arrive. Ils ont des grosses personnalités. Là, quand elle a commencé à taper Josh la dernière fois, là, qu'elle l'a regardé avec les yeux noirs. Héloïse, Donc, non, mais par contre, Liana, c'est vraiment celle qui était dans le dynamisme. Je veux dire, moi, depuis toute petite, tu vois ce que je veux dire, elle a passé des caps, j'ai l'impression, très très vite par rapport à d'autres enfants. Je le vois avec les autres. Hein. Les autres, ils sont plus redoudous. Tu vois, Héloïse, elle cherche même pas à ramper. Elle est assise sur son cucu, elle est là, donnez-moi à manger. Moi, Iliana, elle se barrait. Je veux dire, moi, si je lui ouvrais la porte, elle se barrait dehors, quoi. Tu vois, c'était vraiment... elle voulait son indépendance, quoi, à 8 mois, quoi. Donc, on n'est pas du tout sur le même... Non. Et est-ce on peut quand même parler, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle le standard double, où en fait... Standard double. Ouais, en anglais, on appelle ça double standard. Ça veut dire que les attentes ne sont pas les mêmes chez papa ou maman. Ah ouais. Donc moi, quand Joshua, il a commencé à faire ses nuits et que je commençais un peu à sortir de ma cave, je commençais... Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'étais dans mon trou, vraiment hors du monde. Pour survivre, c'était vraiment ma survie. Je faisais de la musique là-bas, donc le dimanche matin on était à l'église, donc moi je partais à 7h30 en plus de nourrir Joshua, voilà, je donne la bib à Joshua avant qu'il se réveille, tout ça, je préparais tout pour Ivan et je partais, je faisais de la musique de 8h30 à 10h, après j'enchaînais avec le culte du dimanche matin où je chantais, machin, bref. Ivan il arrivait avec la poussette, le porte-bébé, le bib dans la poche, le doudou dans la poche, et toutes les meufs, elles étaient émerveillées, quoi. Ça m'étonne pas. Et là, je me disais, mais attends, mais moi, j'ai fait tout ça avant même que j'arrive, tu vois, j'ai tout préparé, le sac à langer, tout ce que tu veux, mais lui, juste le fait de passer la porte avec, il a réussi à mettre le manteau au gamin et le porte-bébé, et waouh. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Et encore, il lui a mis la veste à l'endroit, quoi. Alors, mon mari, il est père au foyer aujourd'hui, donc je sais qu'il gère et qu'il est fantastique, mais moi, on n'a jamais été émerveillés que j'ai réussi à sortir à temps parce que, avec... mais de toute façon, c'est d'actualité. Quand un papa fait quelque chose, t'as l'impression que c'est merveilleux, alors que la maman, excuse-moi, je le fais tous les jours, quoi. Enfin, il a envie grâce à moi, quoi, tu vois. Mais moi, je me rends compte que même Mathieu, des fois, de lui-même, il va te dire un truc, je sais pas, il est fier de lui, quoi. Et le gars, il est trop fier de lui, t'es là, wouh, super. Par contre, est-ce qu'on est d'accord pour dire quand même que moi, ça a été l'arrivée de Liana, ça a été aussi pour notre couple. Alors, on s'est renforcés, mais alors par contre, c'est un challenge, je trouve. Parce que autant ton couple est solide avant, enfin, nous, on avait décidé d'être solide, je parle vraiment pour notre cas, on se connaissait vraiment bien, on avait la même vision de vie, mais par contre, quand un enfant arrive, il y a des points sur lesquels... Waouh, en fait, on est complètement opposés. Ouais, même si tu avais parlé d'une ligne directrice, tu vois, où effectivement, on va élever notre enfant comme théorie, ça. En fait, on avait tous les deux la même envie. Mais en fait, sur la pratique, t'es là.
ah ouais, faut s'accrocher. Oui. Et notre ligne, nous, directrice, vraiment aujourd'hui, pardon, c'est de se dire, quand on n'est pas d'accord, on attend, devant les enfants, on fait front. Et après, On en discute. on en discute tous les deux. On va se friter, en fait, tous les deux derrière. Ouais, c'est ça. Mais devant eux, c'est tous les deux, on fait un. Et C'est sûr qu'au-delà des problèmes qu'on a tous ou toutes eu, je pense, hein, libido, baisse de la libido quand tu viens d'avoir un enfant et que voilà, t'es pas encore tout à fait remise, baisse des échanges, discussions, parce qu'en fait, le centre de l'univers, c'est ce bébé. Bah oui, tout tourne autour, hein, après. La fatigue qui nous transforme en dragon, enfin voilà, je pense qu'on vit tout ça. Au-delà de ça, il y a aussi le fait d'élever un enfant en apportant des valeurs auxquelles on pense pas parce que c'est pas des décisions forcément, tu vois. Parce que tu savais pas. Tu savais pas. Tu savais pas. Et ton enfant aussi est peut-être différent de ce que tu imaginais, la vision que tu avais imaginée. Alors moi, aussi. j'ai une question pour toi. Maintenant que tu as 3 enfants, on va continuer la discussion sur le changement de ça, mais j'ai quand même une question. D'après toi, la meilleure période, donc ta plus grande, elle a 8 ans. Ouais. Et ta plus petite, c'est un amour, hein, c'est un bébé. C'est quoi la période que tu as préférée ? Je trouve ça hyper compliqué comme question parce que, en fait, chaque phase, pour moi, a été différente, une découverte. Après, je cache pas que, par exemple, les phases de bébé, ça a été plus intense, je pense, avec Liana, dans le sens où c'était une vraie découverte pour nous. C'était la première fois qu'on était parents, qu'on s'émerveillait. Ouais, mon enfant, il s'est tapé dans la main. Tu sais, quand il tape dans les mains, t'es là, ouais, c'est normal, il s'est tapé dans les mains. Ouais. Tu vois, où il fait coucou. Ouais. Je cache pas que j'ai peut-être été un peu moins émerveillée, par exemple, quand c'était Josh, parce que c'était pas longtemps après. Et Louise, on retrouve un petit peu plus ça parce qu'il y a plus d'écart. Donc là, en plus, je vous cache pas, ma tati le dira, mais elle a appris depuis jeudi, vendredi, à faire coucou. Oh, c'est tellement mignon. Mais j'avoue que c'est découvertes, tu sais, où quand ils sont tout petits, c'est vraiment trop mignon. Et au fur et à mesure du temps, en fait, chaque phase, j'adore. Parce que, tu vois, Liana, elle a 8 ans, mais à 8 ans, on peut faire tellement de choses. Aujourd'hui, je peux partir en date avec ma fille, je vais me faire une journée shopping, faire un resto avec elle, discuter, avoir des sujets profonds. Alors que je peux pas encore le faire avec Josh. Ouais, avec Josh, tu vois, ça va être encore ces moments hyper tendres, câlins. Alors que ma grande, bah, c'est plus son truc, tu vois. Elle va vouloir, viens, on va faire les filles, je veux me faire un masque avec toi. Lui, il a encore ce côté cocooning. Et je trouve que chaque phase est hyper intense. Quoi. Moi, c'est pareil, c'est maintenant. Moi, c'est pareil. Les phases sont intenses. Moi, je kiffe maintenant. C'est ça que je veux dire. Je kiffe vraiment. Là, je suis rentrée de déplacement hier soir. Je me suis posée dans leur chambre. On a parlé Lego, on a parlé école, on a parlé ce qui se passe. C'est plus profond, en fait, la relation. J'adore à 300%. J'ai pas trop aimé la partie bébé parce qu'ils étaient proches. T'as moins profité peut-être de chaque. C'était intense. Mais comme ils ont, on dirait des jumeaux, hein, tout le monde nous le dit, ils ont la même voix des fois, voilà. C'est drôle. En fait, je me souviens de moments magiques, tu vois, où ils dormaient dans la même chambre et ils se réveillaient le matin, puis tu les entendais se taper des barres. Ils avaient pas, il y en avait un qui avait 1 an, l'autre. Bref, c'était hilarant. Et en fait, ils ont grandi ensemble. C'est des meilleurs potes. Ils s'adorent, ils se kiffent. Et nous, on adore être avec eux. Et c'était moins ingrat quand ils réalisent que t'existes. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au début, ils captent pas que t'es là. Ouais, mais alors moi, il y a quand même un truc que tu ne retrouveras plus avec tes enfants, parce que moi je le vois, parce que je le redécouvre. Si vous voulez, moi je redécouvre une maternité là. Comme mes filles, elles ont 8 ans d'écart. Mes filles. Ouais, mes filles. J'aime bien dire mes filles, c'est marrant. Hein. Mes filles, elles ont 8 ans d'écart, et mon fils, il a quand même 5 ans, donc il y a quand même un écart entre la plus petite et eux. Je redécouvre des choses. Et cette sensation que tu es, je vais pas dire une reine, mais... enfin, moi, quand j'arrive, et Louise, elle me regarde avec des yeux de... je suis tout pour elle. Tu vois, quand elle voit son père, c'est pareil, on est tout pour elle. Quand elle voit son frère et sa sœur, c'est exactement pareil. Cette intensité de dépendance affective, tu vois, qu'elle a, on l'a plus forcément avec les grands. Tu vois, même si ils t'aiment énormément et qu'ils te le verbalisent, je trouve que c'est un peu moins fort que le regard d'un bébé. Un bébé, quand il voit arriver ses parents, c'est un... Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ? C'est vraiment il y a un affect qui est vraiment énorme par rapport à quand on grandit. Comme on le verbalise, c'est différent.
Et ça, c'est une phase que je te cache pas que je suis heureuse de revivre. D'accord. Alors tu vois, moi si je fais une petite rétrospective sur mon expérience en tant que jeune maman jusqu'à aujourd'hui, donc le plus grand il a 10 ans, en fait je pense que ce qui m'a volé ce que tu vis là, tu vois, ce que tu me dis là, moi je l'ai jamais ressenti. Joshua et Jonah, ils ont toujours été émerveillés de me voir, ils sont encore aujourd'hui, ils sont très très intenses voilà, à mon sujet. Si je suis dans la pièce ou dans la maison, il n'y a rien d'autre qui va les satisfaire, il faut qu'ils soient dans la même pièce que moi. Je veux vous donner une anecdote. On a déjà parlé ou pas de celle-là? Je sais c'est laquelle. Bah oui, je sais. Quand j'ai rencontré Leïla, donc nos enfants, Liana, la mienne, et Jonah, son deuxième, sont dans la même classe, donc depuis qu'ils sont 3 ans. Donc j'ai rencontré Leïla, ils avaient à peu près 3 ans les enfants. Et la première fois, une des premières fois que je la vois, j'étais chez elle, et le petit non, c'était le grand, c'était Joshua, je m'en souviens. Ouais. Joshua qui avait donc 5 ans à peu près, il vient et on discutait toutes les deux, on était debout et tout. Il vient et il veut absolument parler à sa mère. Et qu'est-ce qu'il fait pour parler? Il lui plotte les seins. Plotte les seins. Et moi j'étais là, je regardais, j'étais là. Et moi je capte pas, je m'en rends pas compte. Elle capte pas. Le truc était tellement naturel. Et le gars, pendant toute la discussion, j'ai bien de dire le gars. Il me caresse en fait. Il se rend pas compte, comme un doudou quoi. Comme un doudou, en fait je pense ce sensation d'allaitement qui conservait, même s'il était pas du tout allaité. Et j'étais là, et je dis là. Non, il était plus allaité à 5 ans, je peux vous le dire. Et j'ai allé là, t'as vu ce qu'ils font là Je m'en suis même pas rendue compte. Elle s'en est même pas rendue compte. Et moi, ça m'avait vachement marqué. T'as arrêté de parler, toi. Tu pouvais pas continuer. Ouais, j'étais là, c'est marrant, en fait. C'est pas quelque chose que moi, les miens, ont fait du tout. Et j'étais là, ce geste d'affection qu'il avait, j'étais là, putain, c'est marrant. Bon, ils ont arrêté depuis. Ils ont arrêté. Mais du coup, j'ai pas eu, moi, cette sensation, parce que je l'ai encore, je veux dire, ils arrêtent de fonctionner si je suis dans la pièce, et ils tournent toute leur attention vers moi encore, et bref, ok. Après, je voyage beaucoup, enfin, il y a aussi un contexte, mais ça a quand même toujours été comme ça, hein, même avant que j'ai tant de déplacements. Du coup, j'ai réalisé que ce qui m'a volé ma joie pendant la plus grosse partie de ma la plus grosse partie de ma grossesse et tout ça, c'est la culpabilité et l'exigence que je mettais sur moi-même. Il y a une partie culturelle avec l'allaitement et le non-allaitement, il y a une partie culturelle avec le fait d'être maman, travailler ou non, il y a une partie culturelle avec le fait de donner de l'attention à son mari ou pas, enfin, il y a le regard des autres. Et le regard des autres, évidemment, sur tous les choix que tu fais. T'as l'impression, mais je pense que c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes. Et aussi de l'extérieur aussi. L'extérieur te met. Alors, il y a certaines personnes qui te mettent vraiment une pression, et puis toi-même, tu te la mets en te disant t'imagines, elle fait comme ça, et moi non. Est-ce que peut-être que je suis pas bonne, peut-être que je fais mal, ou c'est vrai que c'est hyper compliqué. Exemple, quand j'étais donc en Angleterre avec Joshua et avant les 9 mois là, quand j'allaitais encore, et ben il y a des groupes en Angleterre, des groupes de mamans, ici ça doit être pareil, où en fait tu vas tous les mardis de 14 à 15 heures, ou bref. Et je voulais pas y aller, je t'avais dit, je vous ai déjà expliqué, je pense. Tu l'as déjà dit quand tu l'avais glissé, Mais là j'ai rencontré une maman qui, après on est devenus potes quoi, et ben à chaque fois que j'allais chez elle, le peu de fois où j'y allais, elle était en train de faire des activités sensorielles avec sa fille, qui avait le même âge que... Elle s'appelait Grace, elle s'appelait. Et en fait, j'étais toujours émerveillée parce qu'elle n'avait pas 9 mois, elle était déjà entrée dans ses mains dans les trucs sensoriels, avec du sable, avec des machins. Toujours lire des livres, un peu d'éducation. Elle était maîtresse avant. Donc et moi, je repartais toujours la queue entre les jambes en me sentant tellement nulle de poser Joshua. Moi, tout ce que... Et il y a la psychologue qui était venue, parce qu'ils avaient du coup, les sages-femmes, après, elles envoient un psy après 6 mois pour s'assurer que la maman va bien. Ça, c'est bien. Ouais. Et donc, la psy, elle s'est assise à côté de moi et elle me dit « ça va ?» et tout. Je dis « oui, ça va. » Et je commence à avoir les larmes aux yeux et elle me dit « vous savez, madame, il a juste besoin que vous soyez dans la pièce. Il a juste besoin que maman soit là. Il a juste besoin de sentir votre présence et vous lui apportez déjà plus que certains parents. » Et, mais après, et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Il y a aussi un truc, c'est que tu ne peux pas aussi te comparer à des femmes qui n'ont pas forcément peut-être la même vie, le même enfant. Par exemple, une maman qui son premier enfant, elle ne va pas du tout avoir la même maternité qu'une maman qui a 3 enfants. Moi, tu le vois, Héloïse, je suis détendue, vraiment, je l'ai été de toute ma maternité depuis qu'elle est née.
alors que j'étais quand même hyper tendue pour la première. C'est Ouais, normal. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai C'est beaucoup vrai plus que quand d'expérience. t'es tombée enceinte d'Héloïse, je me suis dit, parce que c'est quand même un bébé surprise, tu vois, Oui, c'est d'amour, mon bébé elle surprise, est ouais. merveilleuse, mais c'est quand même, et je t'ai trouvée tellement juste, ok, bon, bah... Oui, mais parce que je pense que j'ai de l'expérience. Je pense aussi que j'ai de la maturité qui est arrivée. Enfin, je suis beaucoup plus vieille aussi. Mais moi, je suis Hein. plus vieille aussi, mais si j'attends un bébé de manière surprise, Mais je vais, si, ouais, mais je vais tu pas seras être aussi détendue. zen que toi. Non, mais tu serais quand même vachement. Non, je dis pas tu seras parce qu'elle va pas avoir de bébé. Non, Elle va non, pas non, nous c'est faire un fini. bébé maintenant. C'est fini. Mais c'est bon, c'est Héloïse la dernière. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es quand même vachement plus détendue. Enfin, moi, j'ai souvenir la première fois où Liana, elle m'a fait un 42 fièvre parce que moi, mes enfants font des grosses fièvres. T'as envie de chialer. T'es là, je vais pas dormir de la nuit. Mais même de manière générale, Mag, t'as toujours... Moi, tu m'as toujours impressionnée par ton... Je vais vous donner encore une anecdote. Le mari de Mathieu bosse beaucoup. Enfin, bossait beaucoup en dehors de la maison. Il partait tous les mardis, il revenait... Bref. Oui. Et un jour, on était à la maison et t'étais seule avec les deux. Et tu m'appelles et tu me dis, écoute Leïla, il y a Lily qui vient de m'éclater la lèvre, j'étais en train de la changer, et puis elle a fait un mauvais mouvement et ça m'a ouvert la lèvre, je pisse le sang, elle va se coucher, elle va au lit, je sais pas quoi faire. Bref, par magie, mes beaux-parents étaient à la maison. Non, c'était... Si, parce que moi j'ai pu venir chez toi, garder, Exact. et Ivan t'a emmené aux urgences. Et t'étais au bout de ta vie, mais tu gardais quand même le sourire. Et franchement, là, c'était vraiment la limite, quoi. Tu t'es dit... j'arrive pas. À chaque fois que Mathieu part, il y a un truc. Mais il faut le dire, j'ai eu une grosse poisse. C'est qu'à chaque fois que Mathieu partait, il arrive un truc. Ouais. C'est pas des gros trucs. On est non, d'accord. Mais c'est parce des qu'au petites choses. final, je me suis ouvert la lèvre. Effectivement, ça pissait le sang. Ouais. La lèvre, c'est un endroit, ça pisse le sang c'est et vrai tout. Mais c'est que des petites choses. Mais du coup, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça arrive à chaque fois qu'il part. Mais t'as toujours été pour toutes les situations compliquées. Tu vois, t'as quand même les épaules. Bon, t'étais gendarme, ça se ressent dans les moments un peu de stress intense. Je pense que je pense que les nénettes qui sont gendarmes et qui écouteront sauront. C'est des choses parce que voilà, des gestions du quotidien, d'urgence, des situations d'urgence. Peut-être ça, mais je veux dire, j'ai déjà eu des crises de panique avec mon enfant. Moi, par exemple, Mathieu, il pète un plomb parce que quand j'en ai géré du sang, tu vois, j'ai géré des situations en gendarmerie très délicates, très difficiles, des choses dures à voir. Bah alors, si mon enfant se fait mal et qu'il y a du sang et que je suis pas bien. En fait, je suis tellement déstabilisée que du coup, je ne réagis pas. Ah oui, c'est-à-dire voilà, que tu réagis pas. Je suis là et des fois, Mathieu, il me dit allez, on y va. Et je suis là, je sais plus réfléchir, je sais plus dans quelle phase je dois aller, tu vois. Sauf si je suis toute seule. Si Mathieu est là, en fait, je pense que, tu vois, mon cerveau ne fonctionne plus. Vas-y, je décharge, c'est lui qui gère. Mais si je suis toute seule, forcément, je vais gérer la situation. Ouais. Mais c'est vrai que... tu vois, donc encore une fois en Angleterre, parce qu'on est rentré d'Angleterre, Joshua, il avait quel âge ? On est arrivé, il avait quel âge ? Tu l'as rencontré, il avait 5 ans ? Ouais. Et quand il était, donc, bien sûr, petit, il avait fait beaucoup de crises de bronchiolite et qui ont dégénéré en manque d'oxygène et tout ça, comme beaucoup d'enfants, malheureusement, quand il y a de bronchiolite. 2 fois, on a fini à l'hôpital. Ouais. Et là, tu te dis... Mais je peux pas faire ça, en fait. Je peux pas être maman, j'y arrive pas. Il y a trop de trucs. J'avais anticipé la beauté de devenir mère. J'avais pas anticipé les nuits à l'hôpital, le fait que tu t'inquiètes dès qu'il tombe, le fait qu'il se fait un coup et puis voilà, enfin, il s'ouvre, il faut recoudre. J'avais pas anticipé tout ça, le fait qu'il dorme pas, que je dois... Et en fait, le fait d'être... de te dire tout ça, tu peux... Enfin, tu vois, pour moi, le truc qui m'a manqué, c'est la communauté. Et je pense que si j'avais eu ça, si j'avais eu la communauté de mères, parce qu'on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, si j'avais eu la communauté de mères, ma mère qui vient me voir, je pense que ça aurait changé la donne. Peut-être, ouais. C'est vrai que quand tu te retrouves seule, moi, je cache pas, c'est auprès d'amis que j'ai pu trouver du réconfort au moins, tu vois. Te dire, quand t'allais pas bien, c'est aussi tes amis ou ma maman. Moi, j'ai une maman très présente dans ma vie, donc forcément, c'est ce qui m'a aidée à me sentir bien et à ne pas paniquer parfois dans des situations, parce que tu te rends compte que dès que tu paniques, c'est foutu. Et en fait, tes enfants paniquent et toi, tu paniques et donc, du coup, t'accélères la chose. Par contre, moi, j'ai une question pour toi. Je parle pas de conseils. Je parle, s'il y avait bien une chose
t'aurais aimé qu'on te prévienne avant de devenir mère? Parce que tu vois, on nous donne des conseils, on nous dit des choses, mais il y a des choses qu'on nous dit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te vient comme ça? Parce que moi, j'ai quelque chose qui me vient. Je pense que le fait d'être mère, c'est merveilleux. Je savais même pas que je le serais parce qu'on m'a dit que ce serait pas possible. Donc je pense vraiment que c'est une superbe expérience, mais j'aurais aimé qu'on me prévienne que la vie sera plus jamais la même. Que plus jamais j'aurai que moi en tête. Plus jamais j'aurai cette liberté mentale. Cette tranquillité, ouais. Et j'aurais juste aimé qu'on me dise, ok Léa, maintenant tout va changer. Ça va occuper toutes mes pensées pendant quelques mois, quelques années. Tu vas être dans un flou total où en fait ton corps, les hormones... J'aurais aimé juste qu'on me dise, prépare-toi, il y a quelque chose qui arrive. Parce qu'en fait, on te dit c'est merveilleux, tu vas accueillir un bébé super génial. Ouais. Et puis après, tu vis ton truc dans ta bulle, quoi. Tu vois, un peu... Et moi, j'étais vaseuse pendant quelques mois, j'étais perdue, je savais pas si je faisais les choses comme il fallait. Voilà, donc j'aurais aimé qu'on me prévienne. Tu sais que ça me fait penser à une chose que m'avait dit ma maman. Elle me l'a dit plusieurs fois. Je trouvais ça dur, mais en fait, c'est tellement vrai. Elle me disait quand elle était toujours soucieuse pour nous, elle a toujours été soucieuse pour nous, forcément, et elle me disait qu'en fait, elle avait tellement peur qu'il lui arrive, elle, quelque chose, parce qu'elle avait peur pour nous, qu'est-ce qu'on allait devenir, et elle me disait en fait qu'elle avait hâte, finalement, qu'on ait 18 ans et qu'on soit indépendant. Pour même si elle s'inquiète encore tout le temps pour nous, hein. Mais tu vois, elle avait peur qu'il puisse lui arriver quelque chose avant et qu'on se retrouve tout seul et tout. Et en fait, tu vois, je trouvais ça hyper dur quand elle me l'a dit, parce qu'elle me le dit quand je suis adulte. Mais en fait, est-ce que c'est pas vrai, les filles? Est-ce qu'on ressent pas la même chose? Moi, je dis, j'ai une entière confiance en mon mari, mais je dis toujours à mon mari, mais t'imagines s'il m'arrive un truc? Demain, comment vous faites? Vous vivrez comme toutes les personnes qui ont perdu un conjoint, mais c'est hyper dur en fait. Tu vois, c'est chaud. Je me dis effectivement, il faut en tant que maman, celles qui ont plus confiance en elles ou qui manquent de confiance en elles, putain, mais écoutez-vous en fait, parce que surtout, vous êtes tellement importante dans la vie de ces enfants. Vous êtes trop importante, quoi. Et surtout, vous faites un super boulot. Et ça, on nous le dit pas, en fait. On nous dit quand ça va pas, mais en fait, vous faites un super boulot. Vos enfants, ils ont de la chance de vous avoir. Vous donnez tout ce que vous avez. À partir du moment où je pense à ma belle-sœur que j'adore, c'est comme une sœur pour moi. Elle a 2 enfants, elle fait un boulot extraordinaire. Et là, je lui dis, tu vois, parce que moi, on me l'a pas dit. Et maintenant, elle me dit... Donc, parce qu'elle a peut-être besoin de l'entendre aussi. Je pense, parce que moi, sa place, j'aurais besoin. Et donc, Lauriane, si tu nous écoutes, mais elle m'a dit la dernière fois, parce qu'elle a 2 enfants qui sont arrivés comme Joshua et Jonah assez vite, et elle a dit, je te l'ai pas dit à l'époque, parce que j'étais trop jeune, mais comment t'as fait pour élever 2 enfants seuls, dans un autre pays, sans ta famille? Ivan travaillait tout le temps. Je suis émerveillée et admirative de ce que tu as réussi à faire. Et on me l'avait jamais dit, tu vois. Et ça m'a tellement émue. Et je pense à la Leïla que j'étais il y a 5 ans, qui rentrait d'Angleterre, qui était fatiguée. Et je lui dis, mais bravo, tu l'as fait, quoi. Bien sûr. C'est ça, je pense qu'il faut apprendre. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse me prévenir aussi, en tant que femme, que tout va changer en tant que femme, que ton corps va changer. Parce qu'on nous prévient, on nous apprend, voilà, pendant la grossesse, ton corps change. Ton corps va changer après. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise plus. Qu'on me dise qu'est-ce qui va arriver. Comment, même ces premiers temps, je suis désolée, mais moi, j'ai pas du tout été éduquée sur qu'est-ce qui arrive après l'accouchement. Oui, c'est vrai. Toutes les phases pourries de la femme, où moi, j'ai fait des bains de siège, avec des produits, où effectivement, tu vas te retrouver à plus pouvoir marcher, où ton corps, je suis désolée, la partie... C'est plus le tien. C'est plus la même chose. Enfin, tu vois, toute cette phase, c'est vrai. moi, j'aurais aimé qu'on m'en dise plus. Et c'est... Si j'avais potentiellement une chose à dire, tu vois, une sage-femme, à toutes celles qui donnent des cours. Aujourd'hui, on nous fait des préparations à l'accouchement, mais on ne nous fait pas des préparations à après. Qu'est-ce que tu vas devenir après ? Comment ton corps va se transformer ? Comment tu vas te voir ? Qu'est-ce qui peut t'arriver ? Tes cheveux qui vont tomber, des choses... Mais tu vois, toute bête, quoi. Justement, donc j'ai accouché de Joshua, j'étais toute seule avec Ivan, et puis c'était pas une très belle expérience, la partie accouchement, qui devrait l'être, parce que, voilà, c'est quand même un voilà... Et Jonah, j'avais demandé à une amie qui était infirmière en pédiatrie d'être là.
comme ma coach de naissance. Oui. Parce que Ivan, Ça, c'est chouette, je l'aime de tout mon cœur. Mon mari, il est fantastique, mais c'est pas du tout son truc, quoi, l'accouchement. J'imagine pas du tout. Si tu imagines Ivan, non, mais pas du tout. Donc je me suis débrouillée et donc Jackie est venue et elle m'a aidée. Et à la fin de l'accouchement, donc on avait un accouchement compliqué avec Jonah aussi, où en fait il a fait une sorte d'anxiété, son cœur battait trop vite et tout ça, et en fait il est sorti d'un coup. Et je me suis mis à 4 pattes parce que je sentais qu'il allait venir et il n'y avait pas les sages-femmes dans la pièce. Je me suis retournée, il est tombé sur la table qui était derrière le lit, et donc on a entendu un boum. Et là, il y avait un gros blanc, et il pleurait pas. Et donc la sage-femme est revenue en courant, elle a dit « Attendez, il va pleurer. » Et d'un coup, hop, il a pleuré. Donc lui, il m'a collé, mais alors pendant 5 mois, il pleurait tous les soirs en décharge de 17 à 23 heures. Sûr, Bon voilà. Et du coup, Jackie, à la fin, elle me regarde et elle me dit « Et si on allait prendre ta douche ?» Jamais je me suis imaginé prendre une douche avec une amie comme ça, enfin après un accouchement. Et j'ai dit ok. Elle m'a dit on va pas, parce que comme j'étais à 4 pattes, c'était pas tout à fait. Elle m'a dit on va pas attendre, on va aller le faire, comme ça après tu peux être avec. Ça c'est cool. Ouais. Et elle a marché avec moi et je marchais comme une mamie, vraiment avec la douleur et tout ce que. Enfin ton corps il tremble en fait. Et elle m'a assis, il y avait une chaise dans la douche, elle m'a assis et là j'ai pleuré. Et après ça allait et j'étais prête et j'ai pris Jonah et voilà. Et le Jonah c'était différent, on était dans une chambre d'hôtel, d'hôtel pas du tout. Super. On était dans une chambre à l'hôpital et en fait il y avait le soleil qui se levait quand je suis rentrée dans la chambre et tout était rose et tout, et là c'était pas la même expérience parce que justement quelqu'un s'était occupé de moi juste après l'accouchement, tu vois. Mais tu crois pas que justement s'il y avait une chose qu'on pourrait offrir aux femmes, c'est ça, c'est que une personne puisse juste après leur proposer est-ce que tu veux justement peut-être même un soin ou quelque tu vois ça serait tellement agréable. Tu vois, ne serait-ce que moi j'aurais adoré qu'il y ait une meuf qui vienne me coiffer. Ah bah ouais. Tu sais, juste te coiffer, te masser les cheveux, tu vois, te faire un brushing. Tellement. On est con, hein, Non mais je suis tellement d'accord. Et parce que tu te retrouves toute seule dans une chambre à mettre et ça 3 heures à mettre tes vêtements parce que du coup il faut un nombre de couches inimaginable. Après les douches elles sont pourries en général dans tous les hôpitaux, hein. Et puis c'est hyper lourd comme moi la douche c'était juste une partie de plaisir parce que je savais que j'allais recevoir un peu d'eau chaude sur moi et parce que c'était le seul moment où j'étais séparée un peu de mon enfant et seule. Bien sûr. Donc du coup, et puis parce que je pouvais plus aller aux toilettes. Toi avec... voilà. Donc tu vois, c'était... Donc on revient à l'idée que pour élever un enfant, il faut un village et pour aider maman, quoi. Et c'est donc toutes les nanas qui sont enceintes là, qui écoutent, équipez-vous, n'ayez pas peur de demander de l'aide, que ce soit des repas, à déposer devant la porte si vous voulez pas ouvrir la porte comme moi, parce que moi j'étais comme ça. Non mais on est d'accord que tu sais, des fois les gens ils te demandent qu'est-ce que tu aimerais pour le bébé, parce que souvent, mais t'as pas forcément besoin, t'as 36 000 doudous, 36 000 pyjamas, et du coup effectivement si vous avez un cadeau à faire à une femme enceinte, offrez-lui un repas, quoi. Offrez-lui une chose qui va pouvoir lui faire du bien que pour elle, et qu'elle va pouvoir peut-être utiliser, en fait, qui va la soulager dans son quotidien de maman. Je trouve que ça, c'est pas mal. Et un petit mot pour les papas, quand même. On vous voit, on sait que c'est difficile, parce que le bébé, il veut que maman, ça c'est pendant quelques mois, et on vous voit. Et moi, Ivan, il a beaucoup souffert de ça quand Joshua et Jonah sont nés, parce que les deux, c'était la même réaction avec l'allaitement. En fait, la nuit, il essayait de m'aider, donc il se levait, il prenait Joshua ou Jonah, et il hurlait. Joshua, il hurlait encore plus fort. Et Ivan, il se sentait tellement impuissant et inutile aussi. Complètement. On vous voit et on apprécie tout ce que vous faites, et continuez d'essayer, parce que même le fait d'essayer, ça nous aide. Oui, et puis moi je sais que Mathieu m'a toujours dit, au moment des accouchements, c'est vrai que on pense beaucoup à la maman, puisque c'est elle qui fait le travail, c'est elle qui souffre, mais le papa il est là, et moi ça a été pour lui, c'est pas un traumatisme parce qu'il a eu ses enfants et qu'il était heureux, mais il a jamais eu aussi peur pour moi. Et il m'a toujours dit de te voir dans ces conditions, de te voir souffrir, pour lui ça a été un déchirement. Tu vois, de pas pouvoir prendre... En fait, c'est comme quand les gens souffrent, t'aimerais prendre leur mal, en fait, tu vois, leur souffrance. Et moi, ils pouvaient rien faire, en fait. Ils peuvent rien faire, c'est à part essayer de te soulager. Il me disait, mais me voir comme ça, face à toi. Alors que lui, c'est quelqu'un d'hyperactif, qui a besoin de faire dans sa vie. Et du coup, il me disait, j'étais complètement passif, je pouvais rien faire. Je te voyais souffrir. Et il disait, mais... Et du coup, là, c'est dur, tu vois, pour eux. Et je le comprends maintenant. En ayant eu plusieurs enfants, je comprends maintenant ce qu'il peut me dire là-dessus. Et donc sa position.
Un petit message pour les papas, vous faites aussi un super boulot si votre but c'est d'aider maman. Et là, après la tendance elle s'inverse un peu, tu vois, quand on sort de la phase nouveau-né, qu'on entre dans la phase bébé, il y a quand même le papa, quand il voit le visage s'allume. C'est différent. La relation est pas la même. Moi aujourd'hui j'ai des enfants qui sont complètement amoureux de leur papa, voilà. Donc, mais ils ont pas la même en fait ils ont juste pas la même relation parce qu'on n'est pas les mêmes. Ils ont pas les mêmes demandes. Moi papa ils vont avoir des demandes qu'ils ont pas avec moi et vice versa. On n'a pas le même affect en fait l'un sur l'autre et du coup c'est en fait ils ont leur place. Moi je ne me vois pas aujourd'hui vivre sans mon mari par rapport à mes enfants. Tu vois ce que je veux dire, il y a une dynamique qui fait que il est tellement important dans leur vie et moi je suis tellement importante que du coup c'est leur... Et un autre message, parce que c'est le moment message pour les mamans qui sont pour le coup célibataires, parce que moi j'ai été élevée par une maman célibataire qui faisait le job de maman et papa et même si notre relation elle a pas toujours... Et c'est pas facile quand on est... Je ne sais pas ce par quoi elle est passée, les inquiétudes du soir quand bébé est malade et que t'as personne, t'as pas de conjoint. Moi j'ai été élevée là-dedans et j'ai pas senti le manque d'un papa. Il y a d'autres choses qu'elle pouvait pas apporter parce que voilà, c'est juste impossible. Elle avait 2 jobs, elle faisait ce qu'elle peut. Mais elles font un travail de fou, je pense, les mamans qui sont célibataires. Pour combler l'absence. Donc, je suis d'accord. Parce que moi, je vois quand il n'y a pas mon mari, je pense à ces femmes et je me dis, mais quel respect. Exactement. Mais quel respect, comment elles arrivent à gérer. Et je pense qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Donc elles s'organisent autour de ça et elles ont comblé. Et effectivement, les enfants n'en sont pas malheureux parce que du coup, elles ont tellement donné. Et c'est encore plus respectueux, quoi. Donc si vous connaissez une maman célibataire dans votre entourage, c'est le moment de lui apporter un petit repas tout fait. Après, moi, si je peux juste dire un truc pour conclure, parce qu'on est quand même à 35 minutes, à toutes les personnes qui connaissent des femmes qui vont avoir un bébé ou qui ont eu un bébé, encouragez juste juste ces personnes, vous leur dites simplement tu fais un bon travail, tu es une bonne maman, tu vas y arriver, pas tu devrais faire comme ça, non, je pense qu'elles n'ont pas besoin de ça à part si elles ont besoin de conseils, c'est vrai, mais juste d'être encouragées, de dire si t'es fatiguée c'est normal, si t'as envie de pleurer c'est normal, si tu as envie de crier, c'est normal aussi. Et un message qu'on m'a déjà fait passer quand j'étais dans la galère, on m'avait dit ton enfant, tu es faite pour ton enfant. Ne doute pas de tes compétences, de ce que tu peux faire. En fait, on se dit toujours, si je me loupe aujourd'hui, j'atteins l'homme ou la femme qu'il va devenir. Donc la pression de fou. Est-ce qu'on peut juste dire que l'enfant a été formé au creux de terrain ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord que ça veut tout dire ? Ça veut tout dire. Est-ce que cette phrase, cette phrase, elle veut tout dire. Il a été formé au creux de terrain, ça veut dire que c'est toi qui l'as formé, c'est toi qui l'as construit, cet enfant. Donc, et confiance en toi. Et c'est une partie de toi qui est là. Et confiance en ce que tu vas lui donner. Mais il va aussi devoir faire ses propres expériences. C'est pas ce que tu vas lui donner qui va conditionner aussi toute sa vie. Hein. Et on peut pas se mettre cette pression. Il y a des valeurs que tu déposes chez ton enfant qui vont rester avec lui. Il y a des valeurs qui vont l'accompagner, il y en a d'autres qui va apprendre en faisant des erreurs, des bêtises. Et nous, notre travail, c'est de toujours être là pour eux et de toujours leur dire, tu sais quoi, si ça marche pas, tu rentres à la maison, on sera toujours là pour t'accueillir. D'être là. C'est juste d'être présent. Déjà, c'est déjà hyper important. Donc nous, on a juste envie de vous encourager, d'encourager tous les parents qui nous écoutent, d'encourager aussi toutes les personnes qui peut-être n'arrivent pas à avoir d'enfants et parce qu'on pense aussi à eux. On pense à vous. On est passé par là, donc continuez à croire en vous et puis surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est vraiment le message un peu de cette saison d'épisodes parce que si ça commence avec vous. Ok. On s'arrête là. Et merci de nous avoir écoutés. À très vite. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sous nos posts. Et partagez aussi le podcast parce qu'on peut atteindre que certaines personnes qui nous écoutent. Donc si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez le podcast, on sera ravis. Merci beaucoup. À bientôt. Si tu as aimé notre podcast, n'hésite pas à nous inscrire sur notre chaîne.